Ok. Donc, bienvenue à tous et bienvenue à une masterclass Sport and Outdoor organisée par Nosto et l'agence D&D. Aujourd'hui, nous allons décortiquer la stratégie d'UX et de personnalisation du site Nike.com. Nous reviendrons sur les forces, mais également sur les axes d'amélioration du site dont vous pourrez vous inspirer pour votre propre site. Alors, je suis Christophe Birgade, responsable solutions techniques chez Nosto, plateforme d'expérience e-commerce de personnalisation, et je suis accompagné aujourd'hui de Vilya Ehan, Head of UX et UI Design chez l'agence D&D, qui est une agence partenaire avec laquelle nous aimons travailler. Bienvenue à toi, Vilya, et merci d'avoir accepté l'invitation pour ce webinaire. Tout d'abord, je vais vous présenter Nosto en quelques mots. Nosto, c'est la plateforme d'expérience de commerce qui va vous permettre d'optimiser et de personnaliser vos expériences d'achat omnicanal. Avec Nosto, vous allez pouvoir, par exemple, personnaliser le contenu de votre site en fonction des comportements des visiteurs en temps réel, A/B tester, optimiser vos expériences sur site ou encore créer automatiquement votre page de catégorie selon des critères comme le taux de conversion ou le niveau d'inventaire. Plus de 3000 marques de retail nous font confiance en France et dans le monde, notamment dans le secteur du sportswear, comme Gymshark, Destock Sport & Mode, Colisée, Dafimoto ou Everlast. Enfin, notre solution s'intègre aux principales plateformes e-commerce grâce à des connecteurs dédiés comme Magento, Shopify Plus ou encore Salesforce Commerce Cloud. Je laisse maintenant la parole à Vilya qui va rapidement vous présenter l'agence D&D. C'est à toi, Vilya. Merci Christophe, bonjour à toutes et à tous. Alors D&D, c'est une agence spécialisée dans le conseil, le design UX UI, le développement technique et l'accompagnement des sites e-commerce B2C et B2B. Alors depuis 2004, nos équipes sont expertes et certifiées sur les différentes technologies e-commerce, que ce soit PIM, aussi CRM, PWA, Marketing Automation, que l'on propose. Elles conseillent et accompagnent nos équipes e-marchands dans leur stratégie digitale. Aujourd'hui, on est installé sur Paris, qui est la maison mère, mais également sur Montpellier, Lille et Nantes. Au niveau de nos clients, on a l'habitude de travailler au quotidien avec des e-marchands de secteurs variés, tels que l'industrie, le retail, l'alimentaire, tant en B2B qu'en B2C. Alors, on peut citer, comme vous le voyez à l'écran, Zadig et Voltaire, Lancaster, Eden Park, la Maison du Chocolat, pour ne citer que. Je vous invite à poser vos questions tout au long de ce webinaire. Nous y répondrons dans la deuxième partie de notre séance d'aujourd'hui. Vous pouvez soumettre vos questions directement dans le chat. Alors, n'hésitez pas à les poser tout au long de la séance pour que nous puissions vous éclairer au mieux. Pour cette masterclass Sport et Outdoor, nous nous intéressons à la marque la plus célèbre de cette verticale, Nike. Nous connaissons tous Nike, il n'est donc pas nécessaire d'en faire une présentation, mais regardons quelques étapes qui ont fait de Nike la marque pionnière qu'elle est devenue aujourd'hui. Nike s'adresse à des marchés multiples, des clients de tout type et propose un nombre incalculable de catégories de produits et dérivés de la marque. Sur cette slide, nous pouvons voir différents événements ou personnalités iconiques de la marque. Alors, par exemple, il y a la piste de course à LED à Manille aux Philippines, il y a l'expérience Michael Jordan à la boutique de Pékin, il y a Serena Williams, célèbre ambassadrice Nike, Just Do It, la phrase d'accroche iconique inventée dans les années 80, la gamme de produits Air Jordan avec l'ambassadeur Michael Jordan, une affiliation qui dure depuis plus de 30 ans. Donc Nike a connu un succès constant et fulgurant en matière de marketing depuis qu'elle a signé avec Michael Jordan dans les années 80, devenant culte notamment pour les adeptes de sneakers du monde entier. Les ambassadeurs de la marque, soigneusement sélectionnés, en ont fait une marque incontournable et ont aidé Nike à conserver son statut d'entreprise ambitieuse mais accessible. La combinaison d'un marketing effet de halo et des messages comme Just Do It et l'affirmation de la mission de l'entreprise If you have a body, you are an athlete est l'un des positionnements de marque les plus réussis de notre époque. En 2021, ces initiatives marketing sont toujours d'actualité, mais elles sont associées à des stratégies modernes et avant-gardistes. Dans ce webinaire, nous allons nous plonger dans la stratégie UX et de personnalisation de Nike et voir comment cette marque exploite ses atouts en ligne. Je vais maintenant décrypter pour vous la stratégie de personnalisation de Nike, ses bonnes pratiques, mais également ses axes d'amélioration réplicables à toute autre boutique en ligne. Lorsque l'on se penche sur la stratégie de personnalisation de Nike, d'un point de vue conventionnel, elle est en fait assez limitée.
Nous avons passé pas mal de temps à naviguer sur les boutiques et les applications et nous pouvons constater plusieurs choses. Déjà, l'expérience sur site vous immerge dans l'image de marque et le contenu. Les pages d'accueil, sport et catégories se concentrent sur les produits principaux et sur le contenu, mais ne prennent pas vraiment en compte la personnalisation des produits. Pendant plusieurs heures, jours et sessions, je n'ai jamais vu mes affinités être mises en avant sur le site alors que j'ai passé pas mal de temps sur les chaussures de running, par exemple. Les recommandations de personnaliser en page produit et la découverte de produits ne sont pas prioritaires et apparaissent en bas de page, laissant la place plutôt à énormément d'informations sur le produit et à plusieurs illustrations. On peut également constater qu'il y a deux grandes applications e-commerce. Il y a Sneakers et Nike. L'application principale fait du bon travail en tant que point de collecte de données et recueillant les préférences sportives, la pointure des chaussures, etc. Mais ce qui est dommage, c'est que lorsque je navigue dans l'application, toute la personnalisation se trouve en bas de la page d'accueil avec une liste de produits recommandés pour vous et mes centres d'intérêt qui sont mis en avant, mais qui ne reflètent pas forcément mes affinités. Et malheureusement, il ne semble pas y avoir de transfert de mes affinités entre l'application et le site web. Si vous jetez un coup d'œil à Lazy Off et à son application Compagnon, par exemple, vous constaterez que cette fonctionnalité de mise en miroir est présente pour garantir que le plus grand nombre possible de points de contact avec la marque soit fluide. On peut également constater que Nike échelonne ses gammes et les produits de base sont vendus sur Amazon et les produits de qualité sont réservés à Nike.com. À Nike.com et à des retailers sélectionnés. La stratégie semble consister à construire des collections haut de gamme et des collaborations pour que les produits soient accessibles aux petits vendeurs. Nous avons des techniques similaires avec d'autres marques, comme par exemple avec Gymshark. Maintenant, si on regarde de plus près les marques comme Gymshark, Destock, Sport & Mode, Colisée, on peut constater qu'elles maîtrisent les bases de la personnalisation tout en développant le contenu et l'image de marque, avec du contenu dynamique, par exemple, basé sur le genre, les gammes et le sport. À bien des égards, il s'agit d'une amélioration considérable par rapport à l'expérience que propose Nike. En conclusion, nous venons de voir que Nike n'implémente pas totalement les bases de la recommandation de produits sur son site. Et Vilia va donc vous présenter les bases de la recommandation dans la prochaine slide. À toi, Vilia. Merci Christophe. Donc effectivement, on a vu qu'avec Nike, voilà, ils n'utilisaient pas forcément les bases sur leur site. Donc c'est le bon moment aussi pour parler de ces bases de la recommandation sur votre site e-commerce. Finalement, pour vous assurer d'avoir des bases solides en recommandation de produits, eh bien, on peut se poser deux questions. Où est-ce que je dois faire de la recommandation et comment je peux la faire? Alors pour la première question, si on a l'habitude de naviguer sur des sites e-commerce, on est déjà un petit peu conditionné à chercher certaines informations, certains blocs sur certaines pages. La première page sur laquelle on va discuter, comme vous pouvez le voir sur l'écran, on va parler de la home page. Je vous ai choisi la home page de Lacoste. On a l'habitude de trouver des blocs qui poussent du produit sur la home page. Aujourd'hui, c'est courant d'avoir souvent ces pushs qui vont remonter des produits pour afficher des nouveautés, une nouvelle gamme de produits ou encore des best-sellers. Ce que fait bien Lacoste, avec son petit bloc Lacoste vous recommande, c'est que c'est encore mieux si ce bloc va vous pousser des produits qui sont en relation avec les produits que vous avez pu consulter, le type de produit que vous aimez bien consulter, votre historique de navigation et votre parcours. Du coup, si je résume un petit peu ce qui se passe sur Lacoste, c'est qu'on a un petit peu d'image de marque, voilà, pour communiquer dessus, mais ils font aussi bien les choses en poussant des produits à la une, les classiques de la marque avec le polo, mais également des recommandations pour l'utilisateur. En fait, la homepage, elle est là pour que les clients les plus fidèles se laissent tenter par des nouveautés, mais elle permet aussi aux plus novices de la marque de trouver ce qui se fait de mieux chez eux, donc les iconiques. Finalement, pour cette homepage, c'est vraiment la vitrine. Donc, c'est pour ça que vous pouvez investir pas mal de temps à mettre le bon bloc, à choisir son emplacement un peu plus haut dans la homepage, ce genre de choses.
Et c'est ce qui va du coup fidéliser les clients et faire en sorte qu'ils reviennent. Et donc améliorer l'expérience dans le cas où ils vont revenir, ils vont avoir des produits qui leur correspondent. Si on continue notre parcours utilisateur, on passe à coup sûr par une page produit. Alors, je vous ai sélectionné deux screenshots. Donc, on peut habituellement identifier la présence de petits push produits sur une fiche produit. Alors, je vous ai mis l'exemple de Alltricks qui est en bas à gauche, où on a ces fameux blocs de related, donc de produits liés, mais aussi d'upsell. Donc, ce qui est bien avec Alltricks, c'est que j'arrive sur un produit, OK, il m'intéresse et il me propose des équivalents. Et le fait d'avoir ce genre de push, ça va me permettre de passer de fiche produit en fiche produit sans forcément repasser par la page catégorie, la navigation et ce genre de choses. Ça, c'est des bonnes bases à mettre dans votre fiche produit. Je vous ai sélectionné aussi un autre exemple qui est celui de Puma. Alors, on se remet un petit peu dans le contexte. J'arrive sur ma fiche produit Puma. J'ajoute mon produit au panier. Voilà, j'ai envie de m'acheter ces chaussures de course. Et c'est là où Puma va implémenter un petit bloc dans la popine de confirmation d'ajout au panier, un petit bloc de recommandation pour potentiellement faire en sorte que l'utilisateur, ah bah tiens, super sympa aussi en fait cette paire-là, je vais aller choisir cette paire aussi. Donc voilà un petit peu les emplacements sur la home page et sur la fiche produit. On va passer à la slide suivante pour parler d'une dernière zone qui est super importante dans le parcours utilisateur, qui est la page panier. Alors, c'est la dernière page avant que l'utilisateur entre dans le tunnel d'achat. Donc, c'est la dernière page où on peut pousser un peu du produit au client. Souvent, on trouve des produits complémentaires. Je vous ai sélectionné l'exemple de Courir, qui font très bien ça. Donc, j'avais envie de m'acheter une petite paire de Nike Air Force One. Et Courir me recommande tout ce qui va avec. Donc, j'ai pris une paire de chaussures, on me recommande des lacets, une paire de chaussettes et le sweat qui va bien avec. Donc, je me dis, tiens, allez, c'est vrai qu'une petite paire de lacets en plus, pourquoi pas, ça coûte pas très cher. Ou, tiens, c'est vrai que j'ai pas forcément les chaussettes qui vont bien avec des Air Force One, je vais en prendre aussi. Donc voilà. Je me devais aussi de citer un des premiers, voire le premier site e-commerce à avoir mis en place de la reco aux produits. Je parle d'Amazon. Sur la page panier de Amazon, il y a énormément de push produits. Alors, ils vont vraiment pas de main morte. On peut retrouver sur cette page panier, quand je scrolle, admettons que j'ai ajouté dans mon panier un petit polo Nike. Je vais scroller pour voir, pour tomber sur un blog qui va me dire, tiens, tu as aussi des produits dans ta liste d'envie, c'est peut-être l'occasion de les ajouter dans ton panier. Je vais scroller encore un petit peu plus bas et on va me dire, tiens, est-ce que tu pourrais aussi acheter des produits qui sont associés à ton polo, mais aussi découvrir d'autres produits. Et le plus fort aussi sur Amazon, c'est qu'ils vont pouvoir ramener dans la page panier des produits qui correspondent à nos dernières commandes et potentiellement on va se dire tiens, c'est vrai que ça j'en ai plus, je vais en racheter, et aussi l'historique des produits consultés. Alors attention, 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 il ne faut pas aller dans l'extrême, il ne faut pas copier tout ce qui se fait sur Amazon. Chaque business est différent, les besoins de vos utilisateurs et de vos clients également. Donc, il ne faut pas les négliger dans vos stratégies d'optimisation de la conversion et de personnalisation. Il faut vraiment les mettre au centre de vos décisions. D'ailleurs, en parlant un petit peu de stratégie, là, on a parlé beaucoup d'online, du site. On peut également envisager des sujets de recommandation produits qui sont hors du site. Et je peux citer par exemple l'utilisation d'un outil tel qu'un outil de marketing automation qui va nous permettre de faire de la relance panier. Et du coup, dans les emails que vont recevoir les clients, on va pouvoir placer un petit bloc de recommandation qui est complètement personnalisé par rapport au parcours de l'utilisateur, de ce qu'il a pu consulter. Voici pour les bonnes bases, les bases implémentées sur votre site e-commerce. Mais on va revenir un petit peu sur Nike et on va s'intéresser un peu à cette histoire de data.
Si on continue dans notre parcours sur le site Nike, on va tomber sur la création de comptes. Donc, le site nous demande un minimum de data et c'est ce qui se fait habituellement sur les sites e-commerce. On va nous demander le genre, mais aussi la date de naissance. Alors aujourd'hui, on est pas mal sensibilisé sur la confidentialité, sur l'utilisation de nos données personnelles. Et puis, en fait, quand on arrive sur cette page-là de création de compte, c'est difficile d'en demander plus parce que potentiellement, ça va demander plus de temps à l'utilisateur de remplir son formulaire. On n'a vraiment pas envie de passer 15 minutes à remplir un formulaire. Et donc, indéniablement, derrière, ça peut augmenter le taux de rebond. Donc, c'est pour ça qu'on n'en demande pas plus. Et comme l'a dit Christophe, après avoir passé quelques heures sur le site chaque jour, on n'a pas l'impression que Nike utilise ce genre de data. Voilà. Et on pense que cette stratégie, la stratégie de Nike sur la recommandation de produits, c'est pas basé dessus. Et qu'en fait, ils ont d'autres atouts, des services spécifiques, dont un sur lequel on va revenir en détail dans cette masterclass. Mais finalement, si comme Nike, voilà, on ne va pas chercher de la data directement du côté de l'utilisateur avec des formulaires, comment on fait pour personnaliser le parcours, comment on fait pour donner les bons produits, les produits qui intéressent le plus le client si on ne connaît rien sur lui. Et en fait, c'est là où le recueil de la data, il y a des solutions ou des outils tierces entrent en jeu. C'est ce qu'on va voir sur la slide suivante. Alors, je voulais vous parler du coup de la data et de la personnalisation de l'expérience utilisateur, notamment dans l'e-commerce, et vous parler et vous partager quelques informations que j'ai pu récolter dans l'enquête qui a été conduite dans le cadre de l'événement Personalize and Convert qui a eu lieu il y a quelques semaines et qui concerne, du coup, cette enquête, elle concerne quelques marques digitales françaises. On peut citer Salomon, le Club Med, Cultura ou Toyota France. Alors, le premier point, c'est que l'expérience centrée utilisateur, elle occupe de plus en plus une place importante dans la culture d'entreprise des marques. Alors, comment ça se voit, ça? Eh ben, c'est qu'il y a beaucoup de recrutements qui sont faits au sein des marques sur des ressources dédiées à l'expérience client et à l'optimisation de la conversion. Le deuxième point, c'est que le recours à la data, ce n'est pas forcément un réflexe aujourd'hui dans les prises de décision. En fait, les marques les moins matures, elles vont souvent prendre des décisions et vont pratiquer aussi du testing à base d'intuition. C'est-à-dire qu'on va montrer le site à nos proches et quelqu'un va nous dire en fait ce bouton je l'avais pas vu. Donc après on va remettre ça sur la table en disant j'ai un de mes proches qui m'a dit qu'il voyait pas le bouton, peut-être qu'il y a un problème. Voilà, ça c'est pour les clients qui sont un peu moins matures sur le sujet de la data, de l'expérience utilisateur. Cependant, aujourd'hui, on a des marques qui sont vraiment plus matures sur le sujet et en fait, ils vont verrouiller à chaque prise de décision, voilà, chaque chantier, grâce à de la data. Donc, qui devient un argument hyper solide pour pouvoir mener des chantiers. Enfin, troisième point, 40% des marques inscrivent la personnalisation de l'expérience client au cœur de leur stratégie d'optimisation d'expérience digitale. Aujourd'hui, les marques, elles optent majoritairement pour des scénarios manuels, donc avec des segmentations clients manuelles, mais on commence à avoir beaucoup de marques qui vont aller au-delà de ça et qui vont activer en fait, un nouveau levier avec l'IA, donc de la personnalisation basée sur des algorithmes et grâce à l'IA, du machine learning, ce genre de choses. Donc, en fait, ça, c'est fourni par des outils de spécialistes comme Nosto aujourd'hui. Finalement, s'il faut résumer un peu le tout sur ce que je viens de dire, sur l'utilisation de la data, comment on peut faire, comment ça s'enchaîne, eh on peut le voir sur la prochaine slide. Je vous ai fait un petit schéma. Donc, sur la partie gauche, en fait, ce sont les données qu'on va pouvoir récupérer. On va pouvoir récupérer souvent de la data comportementale via le website, page consultée, temps passé, fréquence de visite. Donc ça, c'est des sources online.
Mais aujourd'hui, la tendance aussi, et ce qu'on fait de plus en plus, c'est de pouvoir en fait combiner plusieurs sources de data et pas avoir juste la source online qu'on voit sur les sites sur le site e-commerce, pardon. Et on va combiner ça avec, par exemple, la data qui provient d'un CRM ou de campagnes d'acquisition. Le but, c'est vraiment qu'on puisse analyser, donc rassembler dans un premier temps tous ces datas-là, et puis dans un deuxième temps, c'est pouvoir l'analyser euh, et centraliser, croiser les choses, alors qu'aujourd'hui, les tendances sont plus analyser, ah ok, la campagne d'acquisition, qu'est-ce que ça a donné, qu'est-ce que ça donne sur le e-commerce, ce genre de choses. Du coup, avec toute cette data et son analyse, ça va nous permettre de nous projeter et du coup de prendre des décisions sur ces données pour planifier des évolutions, mais aussi des optimisations, mais ça va également nous servir à affiner nos scénarios sur de la personnalisation. Voilà. Voilà un peu pour synthétiser le tout. Alors, concernant la data, Christophe va me faire un petit aparté sur un cas concret, notamment avec l'utilisation de Nosto. Yes. Alors là, ici, j'ai pris l'exemple de Colisée. Bon, il y a un GIF, mais en gros, on va attendre qu'il se remette à zéro. Donc, parce que là, concrètement, c'était pour montrer vraiment l'expérience, mais on va vous montrer depuis le début, parce que là, en fait, c'est la fin. Donc, je vais attendre que ça se relance. Ce qui va se passer, c'est que je vais arriver sur la catégorie homme de Colisée, qui est un de nos clients. Je vais avoir les meilleures ventes ici, donc avec différents produits, et moi, je vais plutôt me diriger vers le maillot PSG Jordan. Ok. Donc, je vais envoyer des signaux, je montre que je suis intéressé par le produit parce que je passe du temps sur la fiche produit. Et lorsque je descends un peu plus bas, je vois qu'il y a un premier bloc de produits personnalisés Nosto avec des produits qui seraient susceptibles de me plaire, avec donc des produits PSG de Jordan et Nike. Et en dessous, j'ai d'autres produits encore relatifs comme des maillots en fait. Et quand je reviens sur la home, eh ben, je vais avoir quelque chose de complètement personnalisé avec recommandé pour vous. Et là, plein de maillots du PSG, quoi. Donc le bonheur. En fait. Donc ici, nous avons pu voir un exemple concret de personnalisation au niveau des recommandations en fonction de ma navigation, mais nous pouvons aller encore plus loin en offrant la possibilité au client de créer son propre produit personnalisé. Et je vais passer la main à Vilia qui va aborder le sujet plus en détail. Yes, merci. Donc gros sujet, c'est d'ailleurs l'un des points qu'on évoquait tout à l'heure, qui effectivement Nike ne base pas sa stratégie aujourd'hui d'optimisation de la conversion sur de la recoproduit. Et on parlait de services uniques fournis par Nike. Et en fait, on va aborder maintenant la personnalisation d'un produit unique, donc d'avoir cette expérience de personnaliser son propre produit. Donc, on va parler du concept Nike by You. C'était autrefois appelé Nike ID en 2019. Donc, dans le sens le plus authentique de la personnalisation, ça vous permet de construire votre propre paire de sneakers ou de chaussures à partir de zéro. Une pièce Nike faite main. J'ai testé ça, moi, personnellement, l'année dernière. Je me suis fait une petite paire de Blazer Mid avec une personnalisation à mon goût. J'ai mis la petite virgule, le swoosh en blanc tissu, l'empeigne en cuir noir et une semelle entièrement en noir. Donc, c'est une paire qui est unique et que, je l'espère, hein, je suis le seul à avoir. Euh, Finalement, les e-commerçants, quand ils vont voir la personnalisation d'un produit unique comme celui de Nike, ils ne doivent pas forcément se dire je veux obligatoirement ce que fait Nike. Bien sûr, cette fonctionnalité est ultra poussée, mais par contre, tout le monde ne dispose pas d'un ensemble de produits ou d'une infrastructure pour pouvoir accueillir ce genre d'expérience sur son site e-commerce après. Donc finalement, de ce concept-là, ce qu'on peut en tirer, c'est que en fait, le fait de fabriquer quelque chose, passer par un processus de sélection, ça ajoute une réelle couche d'engagement sur le site. Mais on va venir un petit peu en détail, on va un petit peu décortiquer brièvement ce concept, le fonctionnement de la perso sur Nike by You. On va se remettre un petit peu dans le contexte. Avant d'arriver sur ce que vous voyez à l'écran, je suis passé par une fiche produit,
une fiche produit classique où j'ai la possibilité d'ajouter au produit mon panier. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de produits qui sont personnalisables, mais il y a le modèle classique qu'on peut acheter chez Nike. Donc, on va avoir deux boutons. Ajouter au panier, juste au-dessus, on va avoir un petit bouton personnalisé. Donc, quand je clique dessus, j'arrive sur ce que vous voyez à l'écran. Donc, il n'y a pas forcément d'onboarding, on a quand même une expérience qui est super immersive. On n'a pas forcément d'onboarding sur le module de personnalisation, où on va nous expliquer comment fonctionne le tout, comment personnaliser. Mais finalement, l'utilisation de ce module, il est facile à prendre en main. On peut quand même optimiser et fluidifier la navigation. Ce que j'ai remarqué, c'est que le fait de changer de pièce de la chaussure, d'endroit de la chaussure à customiser et choisir sa couleur, sa matière, etc. Je pense qu'il y a des optimisations à faire et qu'on peut fluidifier tout ça au niveau de cette navigation-là. Après, en termes d'immersion dans la page, c'est assez bien ce qu'ils ont fait, c'est que le visuel du produit il prend 3/4 de l'écran, donc on est bien en immersion dessus, on voit bien les détails de la paire de chaussures, et à droite on a cette sidebar qui nous sert en fait de barre d'outils pour customiser, voir ce qu'on peut customiser, etc. Par contre, ce que je regrette un petit peu, c'est qu'ici il y a quand même un petit manque de guidage. Malgré le fait qu'il nous propose de mettre en highlight certaines parties de la chaussure qu'on peut customiser, mais on ne sait pas trop quand est-ce qu'on va finaliser la customisation, tout ce qu'on peut faire, et c'est l'utilisateur qui va chercher un petit peu jusqu'où il peut aller. Donc il y a quand même un petit problème de guidage ici, mais finalement l'interface, elle fonctionne très bien, elle n'est pas chargée, donc on remarque que comme on est sur une page qui est full screen, on est en pleine immersion, on a supprimé tous les éléments un petit peu, enfin tout ce qui concerne l'e-commerce, donc on est en plein dans la personnalisation et on peut passer vraiment beaucoup de temps dessus. Côté visuel, ce qui est super bien, c'est qu'il propose plusieurs angles de vue. C'est-à-dire que pendant la personnalisation, selon ce qu'on personnalise sur la chaussure, on va avoir différentes vues, différents angles pour vraiment peaufiner tous les détails et pour avoir un rendu de ce qu'on peut avoir. En termes de navigation sur ces différentes vues, heureusement qu'ils ont implémenté le switch de vue selon l'endroit de la chaussure que vous modifiez, parce qu'effectivement, on a du mal à voir que à gauche, on a un petit carrousel avec des flèches sur les côtés pour pouvoir changer de vue. Ça, c'est quelque chose qu'on peut optimiser sur la personnalisation Nike. Sinon, côté possibilités, elles sont vraiment énormes. En fait, là, Nike nous permet, selon le modèle, de personnaliser énormément de choses. Ça passe par la virgule, les œillets, la doublure, la semelle. En fait, tout est fait pour que l'utilisateur puisse créer sa paire, une paire unique que lui seul possède. On voit le modèle se mettre à jour après chaque modification, on voit notre modèle se construire petit à petit et on peut facilement passer 15-20 minutes à trouver notre modèle parfait. Sur la slide suivante, ce que je voulais aussi vous montrer, et là où Nike va un peu plus loin, ils vont continuer à nous donner envie. C'est-à-dire que quand j'ai fini la personnalisation, j'ai l'ensemble des visuels qui sont présents sur la fiche produit qui vont se mettre à jour avec le modèle que j'ai personnalisé. Donc là, je suis sur une fiche produit avec le modèle que je viens de créer et honnêtement, j'ai très envie de l'acheter parce que je me projette beaucoup avec. Quelques fonctionnalités qui sont très intéressantes chez Nike à ce niveau-là, c'est que chaque personnalisation, chaque modèle personnalisé est sauvegardé. On a un petit onglet, comme on peut le voir sur le GIF, un petit onglet Vos modèles qui va sauvegarder les différents modèles. Donc, je peux comparer différentes choses que j'ai testées pour voir comment ça rend. Et pour les gens qui n'ont pas forcément d'inspiration, on a un petit onglet Inspiration qui peut nous aider. Donc ça, c'est deux fonctionnalités qui sont super intéressantes sur la fiche produit après avoir personnalisé nos paires de chaussures. Un autre exemple,
que je voulais vous montrer, c'est au niveau de la prochaine slide, c'est l'exemple d'une marque qu'on connaît, qui est Lacoste. Donc, qui se base sur ce que fait Nike, mais qui a quelques optimisations qui est faites, notamment au niveau du guidage. On voit le nombre de steps qui nous permettent de finaliser notre personnalisation de produit, les différentes zones du produit qu'on peut personnaliser. Et en fait, on est guidé step by step sur la personnalisation et le produit, vous le voyez à l'écran, eh bien, il se met à jour avec ce que j'ai choisi. Là, j'ai choisi une nouvelle couleur pour le col intérieur et ça se met à jour sur l'image. Les initiales, hop, je vais mettre mes initiales et je vais sauvegarder la configuration et hop, je le vois sur mon produit. Ça, c'est quelque chose de top. Et en fait, on a deux façons de guider l'utilisateur sur la personnalisation. Une qui est un peu plus unique sur Lacoste parce qu'on personnalise un seul produit. Et de l'autre côté, Nike qui fait ça en deux étapes, fiche produit et ensuite on va dans la personnalisation. Parce que eux, ils ont pas mal de produits sont personnalisables sur le site. Donc voilà pour le petit exemple de Lacoste. Enfin, si on passe à la slide suivante, on a vu quand même des expériences qui étaient très poussées en termes de personnalisation, les technologies qui vont avec. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut avoir quand même la techno, le produit, l'infrastructure derrière pour pouvoir produire ces choses-là. Donc, pour les e-commerçants qui n'ont pas toutes ces infrastructures, on vous a sélectionné un exemple qui est Billabong, voilà, qui fait aussi de la customisation de produits et qui vous permet de personnaliser une combinaison de surf et son board short aux couleurs et détails de votre choix, empiècement par empiècement. Donc, vous voyez, là, on a une expérience qui est un peu moins immersive avec le produit, tout ce qui va bien avec en termes d'interaction. Et là, on est plutôt sur quelque chose de plus cadré, qui est plus lié à une fiche produit classique, mais qui fonctionne tout aussi bien. Donc, finalement, personnaliser le parcours utilisateur en recommandant des produits spécifiquement liés au goût des utilisateurs pendant le parcours, ou, comme on l'a vu sur Nike, Lacoste ou Billabong, proposer la personnalisation d'un produit unique qui est vraiment une réelle plus-value pour votre boutique, ça c'est très bien. Mais il faut aussi parler d'un autre sujet qui est comment on fait pour gérer le cas où ces produits se retrouvent épuisés. C'est ce qu'on va voir dans la slide suivante. Alors, on va parler beaucoup de sneakers, donc de l'application de Nike. Donc Nike a pour l'habitude d'afficher des produits sold out sans problème. Alors pourquoi? Parce que Nike propose des produits exclusifs, notamment pour ses fans, qui sont disponibles en quantité limitée. Donc sur l'application Sneakers, qui est une application mobile, on se retrouve souvent dans la situation, le produit n'est plus du tout disponible à la vente. En fait, c'est là où on a Nike qui crée de l'exclusivité. On va voir quelques exemples sur la slide suivante que je vous ai ajouté sur l'expérience sur l'appli Sneakers. On s'aperçoit que cette notion d'exclusivité, elle est centrale dans la communauté Nike. C'est-à-dire que ils ont mis en place un programme de fidélité qui permet à la communauté, donc les membres Nike, il faut créer un compte pour être membre Nike. Et cette communauté-là, ces membres-là peuvent avoir en exclusivité des tickets pour des événements sportifs, un accès anticipé pour le test de nouveaux produits, des offres pour votre anniversaire, ou bien une politique de retour qui est vraiment pas mal, qui vous permet de tester vos chaussures pendant 60 jours et puis de le retourner si vous ne satisfait pas. Pour tout ce qui est lancement de produits ou d'événements à venir, il y a ce petit bouton-là qu'on peut voir, me prévenir. Là, par exemple, malheureusement, je suis tombé, je n'étais pas au bon moment, le stock était épuisé sur cette paire de sneakers, mais ils m'ont mis à disposition un petit bouton, me prévenir, qui va me permettre de m'abonner aux alertes stock si jamais le produit revient en stock, qui est une très bonne pratique dans le cas où j'ai des produits hors stock.
En fait, tout ça, le fait que sur Sneakers, bah, j'ai la possibilité d'être notifié, de bénéficier de notifications push, bah, ça me permet de me dire, ah, ouais, l'application Sneakers, elle est vraiment bien pour être le premier à bénéficier des nouvelles offres. C'est là que Nike arrive à créer cette exclusivité tout en mettant ces fonctionnalités pour que je ne passe pas à côté sur les prochains produits que j'ai envie d'acheter. Et finalement, on retrouve ces notions de produits à venir, me prévenir, dernière sortie sur toute l'application. Et derrière ces wordings, en fait, il se cache une psychologie qu'on appelle psychologie FOMO, donc Fear of Missing Out. C'est une psychologie que Christophe va détailler dans un instant sur un cas concret dans la slide qui vient. Yes, merci Vilia. Alors ici, on est sur With the New, qui est un de nos clients et qui vend des sneakers. Et là, par exemple, on peut voir qu'on est sur la fiche produit de la Air Max 96, mais que malheureusement, elle n'est plus disponible. Donc, qu'est-ce qu'on a pu mettre en place à l'aide de Nosto? C'est-à-dire qu'on a pu mettre en place une pop-up pour pouvoir s'inscrire et recevoir une notification dès la disponibilité du modèle en question. Il est évident que Nike a un positionnement particulier en ce qui concerne l'affichage des produits en rupture de stock. Mais d'autres stratégies peuvent être envisagées, comme l'a dit Vilia précédemment, avec le FOMO, le Fear of Missing Out, ou la peur de manquer l'opportunité. C'est la capacité d'une marque à créer l'urgence et à susciter l'envie irrépressible d'obtenir un produit, parce que disponible en quantité limitée ou en promotion sur une durée limitée. Alors, on peut par exemple prendre l'exemple de la marque G-Shock ici, qui applique la psychologie FOMO en affichant un message entre minuit et 14 heures pour indiquer la possibilité de se faire livrer le produit le lendemain avec un décompte. L'idée ici est non seulement de booster la conversion, mais aussi de rendre service au client, qui peut déjà se projeter sur le moment où il recevra son produit et lui éviter la frustration de recevoir son produit trop tardivement s'il en a besoin rapidement. Alors pour ma part, je viens de participer à un point trimestriel avec un de nos clients qui a constaté une augmentation de 30% de son CA grâce à un A/B test justement portant sur l'affichage du délai de commande pour la livraison le lendemain versus rien du tout. Donc on peut aussi anticiper une éventuelle frustration de ne pas pouvoir recevoir un produit qui est en rupture de stock et même générer un sentiment d'excitation côté acheteur. Comment? En informant tout simplement en page produit qu'il est toujours disponible mais en quantité limitée et sera donc bientôt en rupture de stock. Si votre acheteur en a vraiment envie, il réalisera l'achat très rapidement tout en ressentant un sentiment de satisfaction. Quelques exemples, autres exemples pour illustrer le FOMO sur des sites, un des sites qu'on connaît bien aussi, qui est Sauce. On peut retrouver sur le visuel produit qu'on est sur une fiche, ces petites étiquettes, ça part vite. Voilà, qui va un petit peu nous donner envie voilà, de ne pas douter et de mettre ça directement dans notre panier. Au niveau de l'ajout au panier, on peut trouver aussi le petit texte bientôt épuisé avec un pictogramme de chronomètre qui fait la même chose que le label ça part vite. Et enfin aussi sur la page panier, on peut aussi souvent retrouver cette notion de panier sauvegardé. Les articles seront réservés pendant 60 minutes où effectivement là, le client va se dire ok, reste que peu de temps, sinon potentiellement les produits que j'ai mis dans mon panier ne sont plus disponibles sur la taille que j'ai choisie. Voilà. Autre exemple pour finir, juste à droite, dans le cas de JD Sport, quand on arrive sur la fiche produit, on a ces petits cartouches, des petits cartouches qui apparaissent et qui disparaissent. Alors ça, c'est pas forcément le plus top, mais voilà, ça permet de catcher l'attention de l'utilisateur avec effectivement des wordings assez accrocheurs, comme très populaire ou forte demande. Donc il y a Christophe qui va enchaîner sur un autre sujet, notamment le tri des produits en fonction de l'inventaire. Exactement. Merci Vilia. Une autre stratégie envisageable pour les marques,
peut être de ne pas afficher les produits en rupture de stock afin d'éviter une frustration du côté des acheteurs qui vont voir un produit dont ils ont envie, mais qu'ils ne peuvent plus se procurer en fait. Donc cela peut générer un sentiment plutôt négatif, voire même entraîner purement et simplement un abandon du site. C'est par exemple possible de le faire avec un outil de catégorie merchandising ou d'ordonnancement automatique de vos produits en fonction de leur disponibilité. Comme vous pouvez le voir ici avec le catégorie merchandising Nosto. Donc les produits hors stock peuvent ainsi ne pas être affichés ou être affichés seulement en fin de page catégorie. C'est ce que fait par exemple notre client australien de WorldLife en mettant en avant automatiquement en page catégorie les produits qui ont un niveau élevé de conversion et qui sont en stock. Le message, bien évidemment, dépendra largement du profil de votre public, mais ces stratégies sont facilement applicables et les tests le prouvent. Et donc, pour conclure cette masterclass, j'ai préparé une slide avec les best practices en matière d'UX et de personnalisation. Pour vous rappeler les points à suivre, justement, pour les bonnes pratiques. Donc, il y a mettre en place une expérience d'achat fluide de la boutique au site. Ne copiez pas, mais inspirez-vous de ce qui se fait de mieux et adaptez-le aux besoins de vos utilisateurs. Personnalisez l'expérience sur site avec des recommandations de produits basés sur la data. Proposez des produits uniques et personnalisables par vos acheteurs directement sur la boutique en ligne. Maximisez le guidage de vos utilisateurs lors des expériences de personnalisation produit. Utilisez les bonnes technologies de personnalisation. Gérez la communication des produits en rupture de stock. Appliquez la méthode FOMO tout en respectant des bonnes pratiques en matière d'UX. Et trier automatiquement les produits en fonction de leur niveau d'inventaire en page catégorie. Donc voilà, c'est tout pour nous. On va maintenant, je pense, passer aux questions, s'il y en a. Toi, t'en as vu, Villiers, ou pas du tout? Attends, je vais regarder. Alors, ouais, il faut regarder. Ok. Alors, on a quelques-uns. Alors, j'ai une question qui dit: bonjour, en général, savez-vous quel type et emplacement de recommandation fonctionne le mieux en termes d'utilisation et d'ajout panier? Je pense que je vais, si tu veux, tu pourras compléter mes dires, Christophe, sur cette Ouais, question, mais je vais prendre la parole. ouais, En fait, ça, au niveau de ce qu'on a vu dans la masterclass, on vous a recommandé les endroits où généralement il faut pousser la recommandation. On a parlé de la home page, la fiche produit, la partie ajout au panier quand on est sur une fiche produit ou un autre endroit du site et la page panier. Donc ça, c'est vraiment les endroits clés pour placer de la recommandation. Par contre, si on veut aller plus loin, par rapport à l'exemple de courir qu'on a pu voir tout à l'heure, c'est que sur la page panier, eh bien, on va pousser des produits qui sont complémentaires. C'est-à-dire que si j'ai dans mon panier une paire de sneakers de Air Force One, eh bien, ce qu'il faut pas trop faire, c'est de repousser des paires de Air Force One, mais plutôt des produits qui vont pouvoir accompagner la paire de Air Force One, c'est-à-dire une paire de chaussettes, des lacets ou autre. Là, ça fonctionne très très bien parce que c'est aussi le contenu qui doit être pertinent pour votre utilisateur et aussi par rapport au moment où il est dans son parcours d'achat. Donc là, la page panier, si on lui propose les mêmes produits que ce qu'il a dans le panier, potentiellement, ça ne va pas l'intéresser. Si on lui propose des produits qui peuvent du coup se combiner avec ce qu'il achète, il va être plus enclin à être intéressé par ça. Au niveau de la fiche produit, on va être plus sur des recommandations assez classiques où on va, dans le cadre l'utilisateur il consulte des fiches produits, il n'est pas forcément sûr d'avoir trouvé le bon produit. Il a besoin de plus de temps, de faire des comparaisons, de checker plus de produits. Bien, sur la fiche produit, on lui propose des équivalents. Ah bah tiens, celui-là, il a l'air d'être mieux. En plus, il est un poil moins cher.
et il a des fonctionnalités qui sont très très bien par rapport à celui que j'ai sous les yeux. Donc hop, je vais passer d'une fiche produit à une autre. Mais également, sur la fiche produit, on va proposer des produits supplémentaires. Et ce qui est bien également sur la fiche produit, c'est potentiellement afficher un historique de consultation de produits lors du parcours pour se dire, ah en fait, ouais, j'étais tombé sur un produit vraiment intéressant que j'avais perdu de vue, je peux y accéder très facilement. Voilà. Et sinon, sur la home page, ça va vraiment de la recommandation qui est liée, quand on va revenir sur le site. Ah oui, c'est vrai que la dernière fois que j'étais sur le site, j'avais consulté ces Mhm. produits-là. Sur le moment, j'étais super intéressé, mais finalement, on m'a dérangé dans ma navigation. Je sais pas, j'ai dû monter les courses avec ma femme. Et puis, voilà. Et en revenant, hop, j'ai le produit qui est recommandé sur ma homepage, qui remonte et je me dit, ah, c'est vrai que j'avais pensé à ça, je vais le reconsulter. Voilà un petit peu comment, de mon côté, je peux répondre à la question. Ok, top. J'ai une autre question. Pourquoi l'accompagnement de la personnalisation Nike versus Lacoste est-elle à ce point différente? Est-ce lié à la cible? Alors, très, très, très bonne question, mon cher Guillaume. Eh bien, cette différence, elle est liée au type de produit, aussi au business de Nike et de Lacoste. La différence entre Lacoste et Nike, c'est que dans Lacoste, il y a un seul produit qui est personnalisable, pardon, c'est le polo. Alors que Nike, il propose plein de paires de sneakers, que ce soit des paires de sneakers voilà, ou des paires de chaussures de sport. Et donc le fait d'avoir pas mal de produits personnalisables sur Nike, ça demande d'avoir un parcours utilisateur qui va toujours impliquer le fait de passer par une fiche produit. Alors que sur Lacoste, en fait, ils ont dans leur navigation, si vous regardez le site de Lacoste, on a dans la navigation directement un onglet qui est le polo personnalisable et en un seul clic, on atterrit sur cette page parce que c'est le seul produit qu'on peut personnaliser chez Lacoste. Donc c'est pour ça qu'il y a deux façons d'emmener le client vers la personnalisation. Ok, excellent. Euh, Vous recommandez d'utiliser la méthode FOMO. L'intérêt est certain pour la marque en termes d'augmentation de CA, mais quel est l'intérêt pour l'utilisateur à part générer du stress? Très très bonne question et effectivement quand on a construit ça avec Christophe, on s'est posé la question de dire est-ce que c'est pas négatif, est-ce que pour l'expérience c'est pas négatif et en fait je vais vous donner mon point de vue sur le sujet en tant que UX designer, hein. C'est que surtout dans le e-commerce, dans le e-commerce c'est très héroïste. Donc voilà, on va investir, on veut pouvoir avoir des retombées. Et du coup, en tant que UX designer, je participe. En fait, mon travail a un impact sur le business du client. Donc, tous les choix qu'on va faire, eh bien, ils vont souvent être orientés pour faire de la conversion, pour optimiser, enfin, pour augmenter le panier moyen, ce genre de choses. Si vraiment je devais vous donner mon avis sur le sujet du FOMO, effectivement, c'est un peu borderline. On peut même parler de dark pattern à ce sujet pour ceux qui connaissent bien. Euh, on est vraiment un petit peu à la limite, mais il y a, quand on voit ce qui se passe sur l'application Sneaker, c'est aussi des fonctionnalités qui sont en place, des informations qui sont affichées sur l'appli, qui sont liées à la communauté de je veux acheter la paire unique. Donc, je veux être le premier et pas laisser filer cette paire-là. Donc, je dois savoir quand est-ce qu'elle sera disponible, combien de pièces il en reste, et si j'ai la possibilité d'avoir des notifications et ce genre de choses. Voilà. Donc, plutôt partagé sur le sujet, mais s'il faudrait répondre, oui, on va privilégier quand même l'optimisation de la conversion. Ça va dépendre aussi de notre positionnement au niveau de la marque aussi. Ok. Encore une autre question. Les recoproduits au panier
ne peuvent pas avoir l'effet inverse et faire revenir le client en arrière au moment où il est rentré dans le tunnel d'achat. Par exemple, si je propose des produits qu'il a déjà consultés. Alors, je vais juste relire. Les recours produits au panier ne peuvent pas avoir un effet inverse et faire revenir le client en arrière au moment. Bah, en fait, là, tout l'intérêt, c'est aussi qu'au niveau de ce push de cross-sell, bah, qu'il n'ait pas forcément repartir sur une C'est fiche ça, produit et qu'on lui donne la possibilité d'ajouter d'ajouter directement, au panier facilement au panier. directement. C'est Voilà, le but. Sinon, exactement. clairement, on va le faire sortir du tunnel d'achat et c'est pas le but. Donc nous, c'est ce qu'on préconise en règle générale avec Nostos, c'est-à-dire que si vous voulez mettre des blocs sur votre page panier, il faut qu'il y ait absolument un ajout au panier directement pour que l'utilisateur n'ait pas à revenir en arrière sur la fiche produit et justement qu'on le perde. Voilà. Mais très bonne Oui, question, Morgane. Très bonne oui, c'est question. une excellente question. Et justement, tout à l'heure, tu parlais de dark pattern pour le FOMO. Et on nous demande justement, est-ce que FOMO, ça peut être considéré comme un dark pattern ou une mauvaise pratique pour toi, selon toi? Bah pour revenir sur le sujet, c'est un petit peu, c'est vrai que d'un point de vue éthique, qui est vraiment sur la partie UX, la partie design UX, c'est vrai qu'on parle aussi beaucoup d'éthique, à savoir, pas les dark patterns, on veut que l'utilisateur soit conscient de tout ce qu'il fait et qu'il n'arrive pas à un endroit sur lequel il ne voulait pas arriver. Je peux prendre un exemple pour illustrer le FOMO, c'est vous avez un formulaire de contact et vous avez la petite case à cocher, s'inscrire à newsletter qui est pré-coché. Alors que moi, j'ai rien demandé. C'est du dark pattern, pardon. Je sais pas si j'ai parlé de Hmm. dark pattern. Et ça, c'est des mauvaises pratiques et ça peut détériorer l'expérience utilisateur. Dans le cas, effectivement, du stress qui est généré par le FOMO, je pense qu'il y a aussi des besoins côté utilisateur qui fait qu'ils ont besoin d'avoir cette info-là pour pas passer à côté de leur achat qui pourrait potentiellement les frustrer sur «Ah, on m'a rien dit pour me prévenir pour que je puisse avoir ce produit et pouvoir l'acheter. Moi, je vais devoir attendre qu'il revienne en stock pour pouvoir l'acheter. Je suis assez frustré. Potentiellement, je ne reviendrai plus parce que d'autres le font. Mais on est quand même, voilà, on est à la limite, comme on dit, du côté sombre de la partie UX où on va inciter les gens à faire des choses qu'ils ne veulent pas faire. Voilà. Ok, merci à toi. Et je pense que ça va être la dernière question. Selon vous, qu'est-ce que les marques de sportswear concurrentes ne font pas assez? On n'a pas parlé de parce que il nous aurait fallu 2 heures de masterclass, mais je pense qu'il y a, il y a un endroit, une zone des sites e-commerce qu'il faut aussi exploiter. Je vous parlais de la création de comptes de la récupération de data, le fait que Nike récupérait uniquement le genre et la date de naissance. Je pense que ce qu'on peut faire après pour vraiment mieux personnaliser et avoir potentiellement un peu de gamification qui est faite dans l'expérience client sur le site e-commerce, c'est d'exploiter l'espace client. C'est que quand on a fini de créer notre compte, c'est qu'on nous donne la possibilité, si on le veut, dans l'espace client, de pouvoir dire ce qu'on n'aime pas. J'avais croisé un exemple qui est l'exemple de Adidas, où effectivement, dans l'espace client, il nous donne on a une partie mes préférences, et sur cette partie-là, eh bien, on a la possibilité de renseigner nos centres d'intérêt. J'aime bien la boxe, j'aime bien le running, ce genre de choses, pour qu'effectivement, ils se servent de ça et qu'ils me recommandent bah, les produits que j'aime bien et c'est pourquoi je suis sur le site de Adidas. Et je pense que l'espace client, il est assez sous-exploité sur les sites, notamment de sportswear, pour pouvoir engager aussi le client dans sa démarche de personnalisation et que ce ne soit pas fait forcément automatiquement, qu'il choisisse lui-même.
Ok. Bon, c'était tout au niveau des questions, à moins qu'on en ait d'autres entre-temps, mais je pense que... Je ne crois pas. Ok. Bon, bah écoutez, c'était top. Vidia, merci à toi. Bah, merci à vous, merci Christophe, merci à Nosto, et merci à vous de nous avoir suivis pour cette masterclass. Mhm. Et à bientôt pour une nouvelle, pourquoi pas. Yes, à bientôt. Bonne journée à vous. Merci à tous. Au revoir.